voudrais qu'on parle des inégalités à présent. C'est un sujet qui ressort beaucoup de votre étude, là encore, Jean-Daniel Lévy. Les Français sont très conscients qu'on est inégal, finalement, économiquement et socialement, face à son capital santé. Oui, et ils ne s'en satisfont pas. On est dans un pays, en fait, où la notion de solidarité, la notion d'égalité sont absolument fondamentales et structurantes de la société française. Et vous avez fait tout à l'heure référence à la République, et c'est une dimension qui, pour l'immense majorité de nos concitoyens, constitue l'ossature de ce qu'est la capacité que l'on peut avoir à bien vivre dans la société française. Et d'ailleurs, quand on les interroge sur les aspects qui pensent qu'il pourrait y avoir des facteurs qui joueraient concernant l'état de santé, qui sont des facteurs plutôt exogènes, le premier aspect qui sort, c'est le manque d'argent devant le fait d'être au chômage, l'impression d'insécurité, l'éloignement de domicile-travail et l'isolement par rapport aux enfants. Donc on a indéniablement, même si l'immense majorité des Français ne considèrent pas qu'ils soit ils sont au chômage, soit ils sont en insécurité, soit même qu'ils manquent d'argent, mais en tout cas, cette conscience qu'il peut y avoir des bonnes pratiques individuelles, indéniablement, qu'il n'y a pas uniquement effectivement des dimensions médicamenteuses, mais qu'il y a également, en complément, en dehors de tous les efforts que peut faire, un environnement, c'est ça, qui joue et qui joue fortement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'on regarde les dimensions en matière d'évolution, est-ce qu'on a le sentiment que les choses ont évolué au cours de ces 20 dernières années aux yeux de nos compatriotes? Ils vont nous dire oui, d'une manière générale, oui, négativement, et oui, négativement autour de 3 dimensions particulières. Le premier, c'est assez logique, c'est l'exposition aux écrans. On était bien moins exposé que cela par le passé à l'égard des écrans. Donc il y a la perception d'une évolution pour quasiment les 3/4 de la population française. La pollution, c'est un sujet dont on parle également de plus en plus. Et donc le lien entre pollution et santé, ce qui n'était pas forcément une évidence absolue, là se fait. Et puis enfin, le stress pour raison professionnelle, qui là aussi a vraiment émergé complètement dans le débat public. Le burn-out, le bore-out, étaient des mots qu'on ne prononçait quasiment pas il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui en fait sont partagés et identifiés de la part de l'immense majorité des citoyens. Il y a 2 choses qui sont intéressantes sur ce tableau. Le premier aspect, c'est que non seulement des évolutions qui sont marquantes, et puis le deuxième aspect, un lien qui est effectué. C'est pas forcément évident qu'on puisse nous dire aujourd'hui que l'exposition aux écrans peut avoir une incidence sur la santé ou que la pollution, que le stress pour raison professionnelle. La réponse est oui, et vous le voyez de manière extrêmement massive. Donc on est à nouveau, Laurent Chambaud, dans la prise de conscience, là, assez clairement, mais de phénomènes qui nous dépassent en quelque sorte, parce qu'individuellement, si au bureau je travaille devant un écran, je suis devant un écran et j'ai peu de moyens de faire autrement, il faut que mon employeur s'en occupe. D'une certaine manière, il y a cette dimension-là. Les 2 informations sont extrêmement intéressantes et je pense qu'elles marquent quand même des éléments significatifs. Le premier, c'est sur alors ce qu'on appelle classiquement les inégalités sociales de santé. Mais en fait, si on va plus loin, c'est quelque chose donc, qui était connu depuis 20 ans, voire même plus, et qui est décrit de façon itérative, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Donc les inégalités devant la santé ont été bien documentées, mais alors elles ont, de façon brutale, elles ont fait irruption, je pense en tout cas, dans le public, à l'occasion de cette crise. C'est-à-dire qu'on a entendu parler énormément des inégalités de santé pendant la crise. Et ce qui était vrai, parce qu'il y avait vraiment des éléments très, très objectifs qui ont été démontrés par des équipes de l'INSERM, par l'INSEE, y compris sur les taux de mortalité. Mais cette irruption sur la place publique de ces aspects-là, et je pense quand même quelque chose de nouveau, alors que les études sont là quand même depuis très longtemps. Alors, ce sur quoi aussi je voudrais insister, c'est que, bon, on parle d'inégalité qui est un terme qui est probablement impropre, parce qu'en fait, la difficulté, c'est plutôt le fait que les personnes ne sont pas à équité devant les aspects de santé. Et c'est plutôt comment ils peuvent arriver à être équité. Alors, les problèmes d'argent, par exemple, ça renvoie énormément à l'accès
l'accès aux soins, l'accès à la prévention, etc. Dans un pays qui, quand même, Très protecteur, quand même, non ? a énormément investi sur le sujet. On est le pays de l'OCDE où le reste à charge est le plus faible, notamment d'ailleurs avec l'action des complémentaires santé. Donc, mais malgré tout, cet élément persiste et il persiste sur des secteurs très particuliers encore dans notre pays. Et la difficulté, c'est que c'est à la fois sur le soin, mais aussi sur la prévention. Et ça, c'est aussi un sujet que... Vous diriez, est-ce qu'on peut être caricatural au point de dire, c'est moi qui vais être caricatural, puis vous me direz si c'est une réalité, finalement, c'est une affaire de CSP+, la prévention aujourd'hui. De ceux qui sont le plus informés, qui ont le plus les moyens de mener finalement leur propre politique santé individuellement. C'est un gros sujet. Alors c'est pas l'affaire, mais ce que l'on voit, c'est que les comportements préventifs sont adoptés beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement par des personnes qui ont soit un haut niveau de revenus, soit un haut niveau d'éducation. Mais alors que par ailleurs, on a énormément de besoins de faire en sorte que les personnes qui sont les plus loin de ces comportements préventifs, d'abord comprennent pourquoi il y a une volonté collective de le faire, et puis que l'on arrive aussi à avoir des politiques qui ne soient pas, qui n'accentuent pas les inéquités. Et ça, c'est aussi un sujet de réflexion, et je pense y compris pour les complémentaires, c'est-à-dire comment on met plus l'accent sur ceux qui ont le plus besoin. C'est la question que j'allais vous poser. Vous recommandez, vous, des actions ciblées par catégorie socio-professionnelle ? Ce qu'on recommande maintenant depuis un certain nombre d'années au niveau santé publique, alors c'est un terme un peu barbare, je suis désolé. Allez-y, vous avez le droit, vous êtes aussi savant. Mais je peux l'expliquer après. Oui, bien sûr. C'est l'universalisme proportionné. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être en mesure d'offrir la prévention ou la promotion de la santé à l'ensemble de la population, mais il y a des actions particulières que l'on doit faire sur les publics qui sont les plus loin pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils adoptent des comportements préventifs, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, oui, effectivement, alors après, ça se décline, y compris en proximité, c'est-à-dire comment dans une ville on peut avoir des actions plus ciblées sur des publics prioritaires, sur des quartiers prioritaires, pour permettre aussi que l'ensemble, c'est-à-dire à la fois l'accès aux soins et l'accès à la prévention et à la promotion de la santé, puisse être véritablement une expérience de l'ensemble des publics. Il y a pour vous une question de confiance individuelle, de confiance en soi, de sa capacité à agir ? Tout à fait. Et c'est aussi on voit par exemple que chez les demandeurs d'emploi, il y a une forte proportion de fumeurs. Voilà. Oui. Et on dit, c'est comme ça, j'ai du stress, c'est difficile, et c'est le cas. Est-ce que redonner confiance dans sa capacité à agir, c'est un des leviers ? Dans sa capacité à agir, et au niveau individuel et au niveau collectif. Avec aussi des éléments qui montrent que quand on a des interventions extérieures, il faut que ça ne marche pas. Ça veut dire aussi qu'on ait une capacité de travailler avec des groupes de population pour voir, si vous prenez l'exemple du chômeur, il y en a un certain nombre qui fument, mais qui disent mais moi j'ai besoin de fumer. Oui. Et ça m'enlève mon stress, ça me fait du bien. Oui. Donc si on ne prend pas en compte ces éléments-là, on va mettre en place des programmes qui ne vont pas marcher. Donc l'idée aussi, c'est de travailler de la meilleure façon possible pour prendre en compte les éléments de résistance ou les leviers et de permettre par là même d'avoir des interventions qui soient les plus utiles possibles pour les populations. Vous pratiquez ces politiques ciblées d'une certaine manière chez AD2R La Mondiale ? Alors on a appris le vocabulaire, l'universalisme proportionné, on a appris sur le terrain. Vous avez adopté le barbarisme. On a été bien conseillés, par des experts. Et en fait, on a posé 2 principes dans les actions de prévention mises en œuvre dans les branches professionnelles. Le premier, c'est de mesurer l'efficacité de l'action. Ça, c'est pas facile de mesurer l'efficacité d'une action. Passer de la connaissance au comportement, le disait tout à l'heure, le professeur le disait tout à l'heure. Et puis le deuxième sujet, c'est aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Alors là, on rajoute un niveau de complexité aussi
Alors, je cite un exemple. Oui. Dans les centres de formation des apprentis, on a la grande fierté d'être sans doute le groupe de protection sociale le plus présent dans tous les CFA de France. 3 exemples pour illustrer le propos. Les apprentis dans le secteur de la coiffure. Donc, on va dans les CFA auprès des apprentis coiffeurs et on les sensibilise à la problématique des gestes répétitifs et des bons gestes à adopter pour se prémunir des troubles musculo-squelettiques. Deuxième exemple. Non, mais je m'arrête 2 secondes sur cet exemple. Ça crée des troubles musculo-squelettiques. Oui, absolument. Au quotidien. Et donc, ceux qui représentent ces métiers nous en parlent. Oui. On sollicite des experts pour analyser la situation et voir comment on peut mettre en œuvre des plans d'accompagnement qui vont ménager, qui vont prévenir en fait ces risques de troubles musculo-squelettiques. Puis il y a la station debout, évidemment. La station debout, etc. Deuxième exemple, là avec une anecdote un peu amusante, c'est toujours dans les apprentis, dans les CFA, ceux qui apprennent le métier de la boucherie artisanale ou de la charcuterie artisanale. On envoie des experts sur les gestes et postures, ces ports de charges lourdes, gestes répétitifs. Et puis, les jeunes sont des spécialistes de l'anatomie animale. Et donc, quand on leur parle des impacts sur les épaules, la colonne, ils font le lien entre l'anatomie animale et leur propre anatomie et comprennent bien l'importance de ces gestes répétitifs et de faire attention à de mauvaises habitudes. Puis je terminerai par un 3e exemple que l'on travaille depuis très nombreuses années maintenant. Je reviens sur la boulangerie artisanale. C'est une profession à part qui s'est beaucoup investie dans la prévention. On envoie des médecins pour parler des allergies respiratoires dans les CFA, des dentistes. Poussière de farine, des dentistes et des infirmières. Et je vais vous dire, un jeune qui a 15, 16, 17 ans en CFA, il n'aime pas trop entendre ça. Donc on a créé des kits d'information, des vidéos de sensibilisation. Et qu'un dentiste arrive dans un CFA, on le fait avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'UFSBD, et on a mesuré que 70% des apprentis vont chez le dentiste dans la foulée, c'est-à-dire se soignent, se remettent à niveau, parce qu'ils ont compris que passer de la connaissance au comportement, c'était indispensable. C'est comme une piqûre de rappel, d'une certaine manière. Parce que tout ça, on le sait, on apprend à nos gosses à se brosser les dents. Bon, oui, mais justement... voilà. Quand on a commencé cette démarche dans les CFA, on s'est rendu compte que ces jeunes qui arrivaient venaient de milieux plus défavorisés et étaient dans un état de santé bucco-dentaire plus défavorisé que les autres. Donc il y avait encore plus nécessité à agir. C'est intéressant parce que ça dessine un rôle social pour la mutuelle. Exactement. Typiquement, là pour le coup, on est dans un levier social. On est dans un levier social et c'est là où le mécanisme de négociation dans les branches s'avère extrêmement vertueux. C'est les représentants des salariés et des entreprises s'investissent de cette mission et nous confient la logistique de cette action. Vous voulez réagir, David Grezon ? Oui, on va aborder dans un instant les enjeux numériques, mais là, ce que vous dites fait complètement écho au déploiement d'outils de médecine numérique, de médecine algorithmique pour développer ces programmes de prévention. Et d'ailleurs, j'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, on accompagne une démarche de l'UFSBD précisément sur ce sujet de la détection du risque carieux, du risque inflammatoire avec des outils algorithmiques.